Bonjour Lona, bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. On va parler de plein de sujets bien intéressants. Je vais laisser tout le monde se connecter. Je vous propose aussi de me confirmer que le son est bon dans le chat, que vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Pour les premiers qui commencent à se connecter, je vois que le nombre de participants va progresser doucement. Il me semble qu'il y a des gens que je connais. Jérémy, on a déjà dû se croiser. Jérémy Bloch, ça me dit quelque chose. On a dû se croiser précédemment. Mais donc, ravi d'être avec vous aujourd'hui. On va se représenter un petit peu avec Lona, redonner un peu de contexte sur pourquoi on se parle aujourd'hui. Lona, peut-être pour commencer, dis-nous un peu qui tu es. Le temps que tout le monde se connecte, est-ce que tu peux te représenter rapidement? Ouais, écoute, avec grand plaisir. Bonjour à tout le monde. Très cool, ça commence à s'activer un petit peu sur le chat, donc trop bien. Lona, j'ai arrivé chez Full Rich il y a 2 ans maintenant, avant que la boîte se crée, et je suis tout ce qui est go-to-market en France et un peu aussi à l'étranger, surtout en Europe. Donc voilà, basé à Paris, il fait chaud. Je ne sais pas s'il fait chaud aussi chez vous, c'est un peu un enfer. Donc voilà, C'est très ça. contente d'être là. Dites-nous combien de degrés il fait chez vous. Dites-nous combien on est Moi, je suis à Lyon, il fait 30, 31 aujourd'hui. Lona, tu me disais que c'était insupportable à Paris aussi. Donc, dites-nous combien de degrés il fait chez vous. C'est le icebreaker de la journée. Ouais, il n'y a pas de Euh, mer, c'est un enfer. Charles à Lyon aussi. Bon, ben voilà, on est dans le même pétrin. Pour tout vous dire, le temps que tout le monde se connecte, l'idée aujourd'hui, c'est de revenir un petit peu sur l'histoire de Full Rich. Alors, comment Full Rich a passé leurs premières étapes et notamment comment ils ont réussi à grandir aussi vite, parce que moi, j'ai suivi l'aventure depuis le début et j'ai trouvé voilà, la stratégie go-to-market et l'exécution bien intéressante. Donc, Lona va nous expliquer un petit peu comment ils ont construit voilà, leur premier système d'acquisition, notamment grâce à l'outbound, comment ils sont passés de 0 à 1 million de revenus en quelques mois. Et puis, voilà, ça va être un retour d'expérience concret, avec très peu de slides, avec voilà, une discussion bien intéressante. J'ai hâte, en tout cas, Lona, merci d'être venue encore une fois. On terminera aussi, on partagera quelques éléments derrière des cas d'usage concrets sur comment certains de nos clients utilisent Full Enrich et comment nous on utilise Full Enrich aussi pour la stratégie d'acquisition de Jova à la fin. Restez bien jusqu'à la fin aussi parce qu'on vous partagera quelques cadeaux. En tout cas, on sera ravis de vous partager quelques éléments pour que vous puissiez tester Full Enrich notamment et Jova. Et puis j'en profite, vous avez un chat pour poser des questions, mais vous avez surtout un petit onglet questions en bas à droite pour pouvoir upvoter les questions qui seront posées au fur et à mesure. On gardera 15 minutes pour y répondre à la fin, voilà, et pour vous donner encore plus d'éléments concrets adaptés à votre situation. Eh Est-ce qu'on bien, parle un petit peu IA aussi à la fin? ouais, on va Qu'est-ce que tu en parler penses? IA. On sait que beaucoup de gens se posent la question, mythe, réalité, où est-ce qu'on va sur l'IA? Qu'est-ce qui se fait déjà? Qu'est-ce qui fonctionne? Donc, on va parler de tout ça. Sur la fin, ça va être important d'en parler, effectivement. Trop bien. Bon, je vois que certains sont à la réunion. À la réunion, ouais, bon, bah, on vous plaint encore plus, il devient Punaise. encore plus chaud. Lona, c'est parti. Alors, dis-moi tout. Donc, tu nous disais que tu es arrivé il y a 2 ans chez Full Rich. Aujourd'hui, tu es sur des sujets go-to-market. Peut-être pour tout nous dire, quand tu es arrivé chez Full Rich, où est-ce que vous en étiez concrètement? Est-ce que vous aviez déjà un produit, des premiers clients? Quel était votre. Comment, voilà, où est-ce que vous en étiez quand tu es arrivé, toi, de ton côté? Ouais, alors moi je suis arrivée donc il y a 2 ans, il n'y avait pas encore de société déposée ou quoi que ce soit. On avait les premières briques, donc techniques du produit. Le produit, il marchait. Donc en l'état, il était commercialisable, tout était bon. On avait quelques bêta-testeurs. En fait, on avait fait un product hunt. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais on avait lancé, c'est une sorte de compétition un peu internationale où on s'était inscrit dedans. On avait, en tout cas, compete dessus contre 5, je crois que c'est 5 ou 10, peut-être 10 autres boîtes. On avait gagné le Product Hunt of the Day. En fait, ça nous donnait un petit peu un rang sur la journée à l'international. Et du coup, on a eu quelques sign-up sur l'outil. Ça a été un petit tremplin pour avoir nos premiers bêta-testeurs. Ok. Et du coup, voilà, il y avait 3 founders, un CTO, un CPO et un CEO, et moi sur tout ce qui est go-to-market, en sachant que Benjamin, le CEO, est aussi un profil sales. Donc, on était tous les deux sur ça et on était dans un marché en fait hyper compétitif. Je pense que vous connaissez tous Lusha, Casper, Apollo, Drop Contact, tout ça. Donc, on avait un vrai problème sur tout ce qui est des taux de match par rapport à ces outils existants. Et Ouais. on a du coup créé Full Enrich pour contrer ça.
Clairement. Bah, c'est effectivement, vous étiez sur un marché bien compétitif et l'idée, c'est de comprendre justement comment vous avez réussi à émerger, comment vous avez cherché à vous différencier. On va revenir un peu sur tout ça. Mmh. Tu peux me dire aussi comment vous qu'est-ce qui fait que vous avez, voilà, identifié un problème, que vous avez décidé de prendre, à bras le corps, avec, Full Enrich? Quel était ce problème? Comment vous êtes arrivé à l'identifier et vous vous êtes dit: «Ah là, c'est là-dessus qu'on veut présenter quelque chose, à nos futurs clients»? Ouais, bah, écoute, je remonte encore 2 ans avant, donc c'était il y a 4 ans, pour aller vraiment dans les détails. Je sors d'études, je rejoins Benjamin, le CEO qui monte une startup qui s'appelle SalesRamp. C'est une startup dans la rémunération variable, donc rien à voir avec, ce qu'on fait actuellement. Et en fait, sur ce marché-là, il y avait aussi beaucoup d'acteurs, ultra, enfin, compétitifs et on avait besoin de faire beaucoup d'outbound. Donc on avait naturellement des licences chez Lusha, des licences chez Casper et cetera et en fait, on s'est rendu compte que ça fait, excusez-moi du terme, suer d'envoyer une liste de 100 à 1000 enfin 1000 contacts, à la fois chez Casper et de se dire: «Bah, OK, j'ai peut-être 40 de numéros. Je vais aussi envoyer le fichier chez Lusha. Lusha, il me redonne peut-être 15-20 de numéros en plus. Je peux renvoyer encore ailleurs, etc. Et en fait, on avait construit naturellement notre propre waterfall. Donc, avec des clés API, etc., on avait construit notre propre, on va dire, full enrich en interne. Et donc, c'est ce qui nous a permis de nous dire, en fait, c'est sur ça qu'on va pivoter parce qu'il y a un énorme besoin sur le marché, de trouver plus de téléphones portables possibles, et cetera. Et est-ce qu'on a perdu Lucas? Je n'en sais rien, je le vois plus. De retour, je suis de Ah! retour. Tu m'as fait peur là. Eh oui, moi aussi je me suis fait peur, j'ai vu un message d'alerte. Bon, je suis toujours là, hein, pour tous ceux qui sont dans le chat, dites-moi si vous m'entendez bien de nouveau. Mais je vous ai perdu quelques secondes. Donc on était oui, effectivement, vous êtes parti d'un problème que vous avez réellement, vécu au quotidien quand vous avez, monté en tout cas quand les associés Ouais. ont monté une première boîte. Vous aviez construit, un outil que vous vous êtes dit qu'il pouvait servir plus largement, hein, si je comprends bien, les outils de Waterfall, du coup, si je comprends bien, les équipes parfois le construisaient, c'est ça, par eux-mêmes et galéraient avec le fait de le maintenir. Qu'est-ce qui existait sur le marché quand vous avez commencé à vous lancer, vous, sur le sujet? Bah, ce qui existait sur le marché, c'est un bon point. Il y avait les single database platform. Donc, comme je te disais, tu vois, Casper, Lusha, Apollo, tout ce qui est provider unique. Oui, Donc, quand tu demandes d'enrichir telle personne dans telle boîte, ils vont juste puiser dans leurs sources. S'ils n'ont pas la data, ça s'arrête là. Et donc, d'où le fait que nous, on a construit notre propre waterfall où bah, si Casper n'a pas la data, ça va automatiquement chez Lusha, automatiquement chez un autre, etc. Et du coup, il y a soit les singles, soit ceux qui ont construit leur propre waterfall. Le problème de construire ta propre waterfall, c'est que ça prend énormément de temps et c'est hyper cher parce que du coup, tu achètes au prix fort tous les crédits à droite, à gauche et il faut que tu maintiennes l'API, etc. De chaque base de données parce que s'il y en a une qui saute, bah, au final, tu as de la maintenance à faire. Il faut que tu vois avec le support de tel ou tel, etc. Donc voilà. OK, OK. Ouais, donc bien clair là-dessus. Tu me disais que votre première action de communication, en tout cas d'acquisition, c'était ce lancement produit sur Product Hunt. Est-ce que vous aviez, d'autres éléments que vous aviez décidé d'activer en termes de voilà, en termes d'acquisition client? C'était quoi les gros leviers que vous aviez décidé d'activer, et comment l'outbound s'incorporait là-dedans typiquement? Ouais, alors on a fait, après le Product Hunt, on a fait une bêtise qui est le mass emailing. Et j'en parle avec toute transparence. En fait, on a envoyé des fichiers avec des campagnes, je pense, il y avait peut-être 10 000, 15 000 personnes dans les campagnes, par campagne. Et on mettait des head of sales, on mettait des sales ops, on mettait des RevOps, des growth, des co-founders, tout dans la même campagne, alors que bah, du coup, on adressait le sujet de la même façon pour tout le monde, ce qui n'était pas du tout la bonne stratégie à faire. Et bah, on avait peut-être des taux de réponse qui étaient à peut-être 1%, un truc comme ça. Euh, Sauf que du coup, on brûle notre domaine, on envoie beaucoup trop de personnes. La réputation, elle en prend un sacré coup. Ça prend beaucoup de temps à faire. Et après, on brûle nos leads. Et du coup, il n'y a rien du tout de héroïste dans cette stratégie-là. Et du coup, on a complètement shift. Et je pense que ça va être ta prochaine question, Lucas. euh, Vers du hyper quali et on a beaucoup après développé tout ce qui est outbound pour aller tout simplement démarcher nos premiers bêta-testeurs, avoir un peu des retours, etc. Et c'était le meilleur moyen pour avoir des feedbacks potentiellement clients ou avoir des nouveaux leads et un peu tester ton marché, qui est ton bon ICP.
etc. Et c'est là où on s'est OK. rendu compte qu'en fait, on targetait beaucoup les head of sales. C'était pas forcément notre meilleur ICP. Enfin, OK. entre autres, ça l'est, mais pas que. Ouais, en gros, une première expérience de mass mailing, avec des taux de réponse très faibles. Tu disais du coup beaucoup de temps à maintenir. Ce qui prend du temps concrètement, c'est quoi? C'est créer les bases de données, les enrichir, enfin ça vous aussi, il y a beaucoup de données à maintenir, maintenir les infrastructures email. Généralement, c'est ce que je vois. Tu dois avoir beaucoup d'emails qui tournent en parallèle, faut les créer, les maintenir, elles meurent progressivement. Enfin, tout ça, on se rend pas compte quand on se lance, mais Ouais. si on veut maintenir les performances, souvent, c'est ce qui fait que aussi, c'est à la fois chronophage et puis progressivement de moins en moins efficace. Donc est-ce que il y a d'autres trucs qui fait que vous vous êtes rendu compte que c'était pas la bonne chose à faire, le mass mailing? Ouais, bah, dans tous les cas, on avait quasiment pas de réponse, et ouais, comme tu disais, nous, on utilisait Smartlead. On a acheté plein de noms de domaines. Je pense qu'on en avait une bonne soixantaine, un truc comme OK. ça, et du coup, il fallait les warm. Souvent, on passait quand même dans les Mmh. spams. C'était pas du tout traquable en termes de délivrabilité, et cetera. Enfin bref, c'était vraiment, tout n'allait pas. Le wording était très dur parce qu'au final, tu sais que tu vas pas adresser, enfin, tu dois en un wording adressé à tout le monde, mais du coup, Beaucoup de tu as monde, rien ouais. de vraiment personnalisé, Mmh. et du coup, tu prends facilement, je sais pas, 2 heures à créer un wording qui est bien, où tu penses qu'au final, il est bien, pas du tout. En fait, tu adresses pas du Ouais, tout de la bonne façon, à ton interlocuteur en face qui lit ton mail, ouais. et surtout avec tout ce qui a été renforcé, tu vois, avec tous les politiques anti-spam de, Google, Microsoft, et cetera, en genre, 2022-2023, bah, au final, tu vois, t'envoies à l'aveugle, les décideurs, ils se font, tu vois, cold email, je pense qu'ils en ont peut-être une dizaine par jour, un truc comme ça. Et du coup, bah, tu vois, tu as de la délivrabilité qui chute, ton taux d'ouverture chute aussi. Enfin, c'était, Mmh. Mmh, pas du mmh tout mh. la bonne stratégie à faire, OK. Ouais, à en l'époque fait, et c'est encore ni maintenant. ni simple ni performant, donc effectivement, faut passer à autre chose et donc tu disais, vous êtes Je passé sur recommande pas. des mécaniques, plus ciblées, c'est ça? Donc tu peux préciser ce que tu veux dire par, plus ciblé? Vers quoi vous avez switché, en fait, tout simplement? Mais en fait, on s'est dit, on passe sur de l'ultra quali, et au lieu d'envoyer, une campagne sur, 1 000-10 000 personnes, on va envoyer une campagne sur 100 personnes. On sait exactement, que c'est 100, j'en sais rien, RevOps dans des, FT 120, à Paris ou en France. On comprend ce qu'ils ont besoin parce qu'on les a call aussi. On sait précisément ce qu'ils nous ont donné en tant qu'objection, en tant que potentiel pain, et cetera. Donc on sait comment leur adresser, le sujet de Mmh. full enrich dans leur daily job et leur daily problème. Mmh, OK. Donc voilà, on passe en call email là-dessus, et après, de soi, tu vois, ça va directement aussi vers du call parce qu'on a besoin d'avoir directement la personne en face pour savoir, bah, c'est quoi tes objections, c'est quoi tes potentiels pain, est-ce que c'est toi qui gères le sujet ou non? Et au final, tu vois, en ICP, au début, on s'est hyper focus sur les head of sales parce qu'on s'est dit naturellement, c'est eux qui vont générer les listes pour leur potentiel, bah, tu vois, sales, SDR, et cetera. On s'est vite rendu compte qu'au vu de la taille de, boîte, enfin, plus la boîte est grande, plus il va y avoir des personnes dédiées à la lead gen, créer des propres listes, et cetera. Ça va être plus maintenant un sujet de, bah, lead gen manager, sales ops, rev ops, plutôt Mmh. aussi, marketing, qui va créer les listes, directement pour l'équipe commerciale. Et donc, en appelant justement, ces, personnes-là, et très tôt, quand on a fait, pour ainsi dire, après le call le mass, emailing, Heu, on s'est rendu compte qu'on parlait à des très bonnes personnes, des directeurs commerciaux, mais il fallait qu'on étende aussi le sujet en fonction de la typologie de boîte, C'est la ça. taille, À son d'autres équipe. interlocuteurs en fonction de la taille de boîte où le directeur commercial gère plus du tout l'aspect, opérationnel de la gestion de la donnée au final. Il a Ouais, des gens qui font ça pour lui, quoi. et ça, on Ouais. l'aurait pas trouvé si on n'avait pas call les personnes. Ouais, c'est ça. Mmh. En fait, effectivement, moi, ce que je vois de plus en plus, en tout cas, c'est que, dans un premier temps, les échanges téléphoniques, ils permettent, vraiment d'affiner, bah, les pain points, la cible, et cetera. Et puis ensuite, quand on a commencé à bien cerner son marché, dans un temps 2, éventuellement venir, rajouter des briques d'automation pour toucher et passer à l'échelle ce qu'on fait déjà par téléphone, c'est une super pratique. Donc globalement, c'est ce que vous avez, enfin, c'est un peu ce switch-là que vous avez fait, si je comprends bien, un peu par Ouais. obligation, de manque de résultats sur la première attaque, mass mailing. Et tu me disais, Mmh. donc vous aviez votre ICP qui a un peu évolué au fur et à mesure. Hem,
aujourd'hui, enfin, ça continue d'évoluer. Comment vous voyez là, au fur et à mesure de votre stratégie, l'ICP évoluer? Comment votre stratégie d'outbound permet aussi peut-être de l'affiner progressivement? Tu as des éléments là-dessus? Ouais, bah alors du coup, comme je te disais, quand on a call, on s'est rendu compte que les directeurs commerciaux nous disaient bah, j'ai rien à voir avec la création de liste, c'est la marketing qui nous l'envoie, c'est notre RevOps, c'est enfin tu vois, à droite à gauche. Et plus la boîte du coup grossit, plus ça va être différent en fonction des typologies d'entreprise, en sachant que nous on se focusait pas trop, enfin quasiment peu sur du l'enterprise. Tout simplement parce que des cycles de vente très longs, on n'était pas connecté avec Salesforce, donc ça servait. Enfin, on savait qu'on se mettait un peu des bâtons dans les roues sur ce sujet, donc c'était vraiment très SMB, middle market, et pour nous, c'était directeurs commerciaux. Et surtout qu'on disait directeurs commerciaux parce qu'à 90%, ils avaient déjà un outil en interne, tu vois, Casper, Lusha ou autre, et avec, ça revenait quand même beaucoup dans la conversation qu'ils avaient des problèmes en tant d'enrichissement, etc. Si on leur demandait la question de sur 100 personnes, vous avez combien de taux d'enrichissement? Ils nous disent peut-être 60. Dans le meilleur des cas, tu vois, ça peut aller jusqu'à 65, 70. On peut leur dire, bah, envoyez-nous le fichier, on vous l'enrichit, on vous renvoie la data. Et OK. ça faisait assez sens. Du OK. coup, Ah bah, voilà. c'est une bonne question. Donc, in fine, donc, vous aviez identifié ce pain en fait, au final, tout le monde a un peu, hein. L'objectif, c'est de toujours avoir plus de numéros de téléphone. Mm. Et du coup, ma question, c'est comment vous avez peut-être aussi affiné votre promesse. Donc, quelle était votre promesse en fait initiale? Comment vous avez convaincu vos premiers clients, voilà, que vous pouvez faire mieux que le problème qu'ils aient rencontré déjà? Comment vous pouvez le solutionner? Est-ce que tu saurais me dire un peu tout ça? Ouais. Alors, comment on a un peu pitché l'outil, c'était vraiment de comprendre cet aspect de waterfall qui existait quand même peu sur le marché. Il y avait d'autres outils, hein, il y avait d'autres acteurs aussi, mais qui étaient quand même assez innovateurs, enfin, surtout en France. Et donc, leur faire comprendre que par rapport à ce qu'ils ont actuellement, nous, on aura forcément plus de data, vu qu'on part d'un single database à une waterfall où on en a une vingtaine dedans. Du coup, c'était vraiment cet aspect de réassurance. Enfin, tu vois, on peut offrir, je pense qu'on en parlera après, mais tu vois, offrir des crédits, leur demander de nous envoyer la liste et on vous leur renvoie où ils peuvent tester, etc. Donc voilà, l'élément de réassurance, ça va être surtout ça, et le fait qu'après, bah, c'est une boîte qui est née en France. On est vachement à l'écoute de nos clients, de nos bêta-testeurs, etc. Ouais. Ouais. Oui, donc en fait, vous avez quand même donné avant, enfin donné pour prouver, et puis après construit une mécanique de réassurance sur savoir éduquer le marché sur ce que vous faites concrètement, la mécanique derrière, le fait que vous étiez en France, français, voilà aussi ça rassure. Et Ouais. surtout sur les sujets de Mmh. données, j'imagine que c'est un sujet important. C'est touchy, ouais, ouais. Ouais, ouais, C'est un sujet qui est touchy, donc c'est cool de savoir que la boîte maintenant donc, est basée à San Francisco, mais on a une grosse antenne qui est française, notre support est en France. Donc voilà, on suit ouais. tout ce qui est toute la CNIL, etc. Donc ouais, non, c'est important de réassurer là-dessus. Mm. J'en profite, il y a quelques questions dans le chat, j'y répondrai après, mais en tout cas, n'hésitez pas. Voilà, encore une fois, vous pouvez poser vos questions, on y répondra juste après. Si vous voulez aussi nous dire un petit peu où vous en êtes, vous, sur les sujets de prospection, ça nous permettra éventuellement de pouvoir rebondir et puis donner des cas d'usage plus concrets, plus adaptés à votre situation. Est-ce que vous prospectez déjà par téléphone, par email, sur LinkedIn? Quel est votre niveau de performance? Voilà, donnez-nous un peu de contexte, comme ça on vous partagera tout ça. Avec Même grand si vous plaisir. utilisez déjà des outils, voilà, allez-y, faites-vous plaisir. Et du coup, Lona, moi, ce que j'ai trouvé surtout super intéressant dans votre stratégie go-to-market, in fine, c'est que votre promesse, elle était très héroïste et très simple. Mm. Il y avait une question de pouvoir afficher un taux d'enrichissement qui, en fait, voilà, vous passez de 60 à 80% de taux d'enrichissement, par exemple, tu vois, et donc ça, tout le monde peut le vérifier, tout le monde peut, enfin voilà, tout le monde voit la valeur tout de suite. Et du coup, ça c'est, en tout cas à titre personnel, tu vois, ce que je conseille à nos clients, c'est de se dire, voilà, avant d'expliquer le mécanisme de ce que vous faites, etc., c'est voilà, quel problème vous résolvez concrètement, comment vous pouvez le chiffrer, et donner des éléments. Alors, c'est pas toujours facile pour toutes les activités, mais moi, j'avais trouvé ça particulièrement impressionnant dans votre go-to-market. Et, euh, et du coup, je pense que, in fine, quand on arrive avec cette approche-là de passer de X à X,
et ensuite d'expliquer comment, a priori, il y a pas grand monde qui a pas envie d'améliorer ses taux d'enrichissement téléphonique ou email ou données, quoi. Donc forcément, les taux de réponse doivent être bien sympas. Ouais, on a de la chance que la boîte soit vraiment très PLG, donc tu peux t'inscrire sur l'outil, tu peux tester toi-même, et que tout est traquable, en fait. C'est vraiment juste de la data, on fait les calculs, et on vous donne les pourcentages d'enrichissement. Donc ouais, c'est quand même un vrai plus, de tout ça. Et ce qui est marrant, c'est une petite anecdote, c'est que quand tu es commercial chez Full Rich et que tu appelles, une personne et que tu as forcément l'objection: «Comment vous avez eu mon numéro?» Bah, justement, via mon outil, parce qu'on veut directement avoir la personne en face. On trouve qu'il y a un intérêt commun à échanger ensemble. Est-ce que ça vous va de continuer cet échange? Oui, c'est ça. Donc Montrer que ça fonctionne pour vous, voilà, ça peut fonctionner du coup pour les personnes que vous appelez aussi. on est les premiers ambassadeurs de l'outil, ouais. Utilisateur, ouais, carrément. Mmh. Dans ce que tu me partageais, donc, est-ce que tu saurais nous donner aussi des éléments peut-être de volume, enfin, des KPI que vous avez, que vous traquez ou que vous avez, enfin, d'où vous êtes parti, peut-être aussi, où vous en êtes, voilà, où vous en étiez, au fur et à mesure, en termes ça peut être, nombre de prospects contactés, nombre de rendez-vous, opportunités, peut-être des ordres de grandeur, en tout cas, de ce qu'on peut attendre en early stage, d'une équipe comme la vôtre, et ce que vous regardiez précisément? Ce qu'on regardait ce qu'on regarde toujours le plus, c'est l'ARR, donc enfin le MRR par mois, du coup, ce qui est encaissé, le nombre de sign-up sur l'outil. OK, Donc en fonction du nombre de calls, bah, combien s'inscrivent sur l'outil et combien payent. Alors je ne saurais plus te dire précisément, ce qu'on a eu mois par mois. Je sais que ça a été quand même vraiment croissant et en même temps de tout ça, on a aussi développé beaucoup ce qui est campagne, influenceurs sur LinkedIn, enfin, il bien y avait sûr. aussi beaucoup de sujets là-dessus. Je sais que quand on a démarré, on s'est dit: «À minima, on doit parler à, tu vois, 20 nouvelles personnes par jour, Ouais. hôtels», pour, voilà, juste comprendre, qui ils sont. Est-ce que, on appelle ça un peu le, hair on fire problème, comprendre, heu, qui a le problème le plus urgent et est-ce que c'est le problème le plus douloureux? Comprendre si c'est la personne qui paye ou non. Hem Et surtout ne pas confondre les personnes qui sont intéressées vs les personnes qui sont prêtes à payer Mmh. sur l'outil. Et du coup, le fait d'en avoir, tu vois, 20, par jour, tu parles à 100 personnes, 400 au mois, ça te commence à te faire quand même un petit chiffre, pour, générer déjà des sign-up sur Full Reach, avoir des premiers, même, tu vois, bêta-testeurs, avoir des retours peut-être aussi négatifs, pour améliorer l'outil. Quand tu es en early stage, il faut vraiment beaucoup écouter le marché, surtout, à ce moment-là. Et donc voilà, le but étant de trouver, nos premiers bêta-testeurs, premiers clients et trouver les bonnes ICP et où se positionner sur le marché en premier. Ça sert à rien d'être trop partout. On n'est jamais très bon quand on fait du multi-campagne sur de Mmh. multi-entreprises, multi-secteurs, et cetera. Autant se spécifier un peu sur, 2-3 niches que d'aller, à droite à gauche. Voilà, je suis toujours là, je suis toujours Mon là. Dieu, tu me fais des Et frayeurs. D'ailleurs, Lona, mais je suis toujours là. Et donc, ce que tu me disais, in fine, en termes d'indicateurs, c'est bien intéressant. Donc, il y a le revenu, bien sûr, qu'il faut suivre. Ouais. Vous générez de revenus, MRR, rapidement. Vous avez voilà, un enjeu à générer du chiffre, malgré tout. Et puis, comme vous Mmh. pensez des choses de aussi product-led en parallèle, vous regardez les sign-up, le nombre de personnes qui viennent, qui testent l'outil. Et Ouais, commercialement, en fait, ce que vous regardez, c'est pas tant le volume d'appels, etc., mais c'est vraiment le nombre de conversations que vous aviez tous les jours avec des prospects, parce que c'est de la donnée, enfin, en tout cas, c'est de la donnée, c'est des retours, des feedbacks, que vous allez engranger progressivement. Et donc, voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'équipes commerciales qui regardent le nombre de mails qu'ils envoient, le nombre de messages LinkedIn qu'ils envoient, mais en fait, ce qui est intéressant, vous, c'est que vous vous dites: «Non, en fait, ce qu'on veut, c'est des conversations, de vraies conversations avec des potentiels acheteurs pour ouais. savoir à qui on veut parler, à qui on veut pas parler, quels sont leurs retours produits, leurs objections, et puis progressivement pour affiner notre cible, notre client idéal». Et c'est aussi ça le rôle de la prospection en early stage, c'est pas tant, enfin, c'est générer du revenu, certes, mais c'est surtout aussi, confronter son offre, son produit, l'idée de son marché, voilà, l'idée qu'on se fait sur le marché à la réalité terrain, quoi. Et donc ça, c'est bien Mmh. intéressant. Il y a que les conversations, les feedbacks du marché qui peuvent, vous aider à ça. Et en Heu, fait, un founder, il a tellement d'autres sujets à traiter et on le sait, hein, sur les boîtes early stage, mais vraiment, c'est là où il aura le plus d'infos, c'est juste en appelant
les personnes, ces potentiels prospects, pourquoi ils sont pas prêts à acheter, pourquoi, c'est quoi son pain, et cetera. Franchement, c'est la meilleure info. Toi, tu suis quoi, là avec Jova, et je crois que tu as 2 entreprises, donc toi, tu suivais quoi, à l'époque en termes de KPI? Nous, on a clairement, au tout début, en fait, moi, j'ai fait un lancement qui était LinkedIn et qui m'a généré beaucoup d'inscriptions sur une waitlist, en fait, au tout début. Donc j'ai La eu, classe. c'était très cool pour le coup parce que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'organique, mais par contre j'ai fait, que de la démo, en fait, découverte démo, pendant, les 3 premières semaines du lancement et donc j'ai suivi le taux de conversion de découverte à démo et puis après Mmh. progressivement j'ai rajouté de nouveau de la prospection en fait, par-dessus. Donc là ce qu'on suit sur la prospection, c'est le nombre de rendez-vous qu'on prend, le nombre de sign-up qu'on génère et le revenu qu'on close quoi, tous les mois ou toutes les semaines. Donc ça a un peu évolué parce que le lancement nous a permis d'avoir vraiment cet effet d'annonce, avec beaucoup de voilà, beaucoup de démos, entrantes. Ce qui est Mmh. pas donné à tout le monde. On a été assez chanceux là-dessus aussi, hein, c'est pas toujours maîtrisé. Mmh mh. Hem et puis Tant mieux. progressivement la haute bande permet de générer des choses qui sont plus prédictibles aussi en termes de voilà, de rendez-vous, découvertes, revenus. Quand l'organique selon les lancements, qui marchent plus ou moins bien, ben voilà, ça c'était pas toujours, prédictible en l'occurrence. Ouais, c'est Hem clair. Du coup, moi, j'ai là-dessus, tu me disais donc votre ICP, il évolue. Est-ce qu'il y a des personnes sur lesquelles vous vous dites: «OK, c'est ceux-là, on les qualifie vite, on les disqualifie vite», commercialement? Ça, c'est un truc typiquement pour nous, on a encore, on se cherche encore parfois sur quel lead on passe du temps, sur quel lead on passe moins de temps, à qui on veut apporter le plus de valeur, à qui on sait que voilà, c'est pas toujours le bon décisionnaire ou c'est pas la personne qui va tirer le plus de valeur. Comment vous avez réussi à peut-être affiner vos critères de qualification comme ça? Hem, c'est difficile à dire parce que vraiment ça dépend des boîtes et des secteurs, mais ils sont un peu tous au même niveau, donc co-founder, enfin founder, co-founder, directeur commercial et enfin directeur, DG. Heu, les directeurs commerciaux, sales ops, growth et RevOps, ils sont vraiment un peu tous sur la même ligne. Ça peut être vraiment eux en tant que décisionnaires, nos champions et décisionnaires. Nous, ce qu'on a très vite disqualifié, c'est de parler directement aux sales. On veut pas faire du, bottom up parce que ça Mmh, prend beaucoup de trop de temps. temps. On est hyper ouvert à les faire tester, à leur donner des crédits gratuits et cetera pour qu'ils testent l'outil vs leurs outils, Mmh. existants. Mais on n'ira pas en démo, Proactivement, forcément faire des avec, démos et cetera. ouais, enfin, s'ils veulent prendre des démos avec nous, avec plaisir, mais on n'ira pas faire des campagnes, Mmh. là-dessus parce que c'est généralement pas eux les décisionnaires, même si c'est nos super champions. OK, Et donc, OK, voilà. OK, ouais, Et donc, super clair. on n'a pas de hiérarchie en tant que pour les ICP. Et OK. surtout quand, je complète, mais quand on a, lancé Full Enrich, on s'est dit: «Mais on va parler directement à nos end users», donc, tu vois, tout ce qui est sales ops, RevOps et cetera. On s'est rendu compte qu'on avait aussi 2 autres gros marchés. C'est les API resellers, donc ceux qui vont intégrer directement Full Enrich dans leurs outils et bah, tu vois, revendre des crédits et permettre à leurs utilisateurs, d'utiliser l'enrichissement de téléphones portables et de mails, comme on fait avec Faro, avec Leadbay, avec d'autres outils, sur le marché. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait ce marché-là et il y a tout ce qui est agence, donc call outreach, génération de listes et cetera. Et donc c'est en appelant justement directement ces personnes-là on a défini nos 3 différents, piliers de vente, les end users, les API resellers et nos agences dont on vient de lancer un programme agencies là il y a une semaine. OK. Ah oui et donc là, vous ouvrez un petit peu des portes, qui sont un Ouais, peu opportunistes aussi, vous avez identifié, détecté progressivement, ouais, qui sont mais pas c'est vos les directement cl en appelant. en Ouais, appelant, ouais, parce qu'au OK. final, tu peux avoir une personne, enfin, tu vois, par exemple, une ESN qui me dit, «Bah, c'est pas moi du tout qui fait ce sujet-là, on passe par une agence pour générer des listes pour nos commerciaux». Et donc là, Mmh. tu as envie de te dire: «Bah, c'est qui l'agence? On aimerait bien leur parler et voir quels outils ils utilisent actuellement» et cetera. Et c'est finalement juste ça m'a pris 2 minutes à avoir cette info hôtel et quand on a peut-être, 5, 10, 15 personnes qui te disent toujours ça passe par une agence, là, ça te met un peu la puce à l'oreille et tu te dis: «Bon, on va voir, il y a peut-être un sujet à creuser, là-dessus». OK, OK. Bien intéressant en tout cas de voir que la outbound aussi permet d'identifier des opportunités marché que vous aviez pas spécialement en tête, en tout cas au tout début et Pas de se du dire: tout. «OK», après de prioriser ces opportunités en fonction de voilà, aussi des ressources que vous avez mais, Mmh. hem
peut-être par rapport à tout ça, moi, il y a une dernière question un peu sur le cycle de vente ou outbound que j'aimerais bien te poser, c'est aujourd'hui un cycle de vente qui n'est pas product-led ou semi-product-led, comment il ressemble à quoi typiquement chez vous? Est-ce que vous appelez des sign-up? Est-ce que vous avez encore beaucoup d'outbound qui vient alimenter les sign-up? Est-ce que vous faites 1, 2, 3 rendez-vous, découverte, démo, closing? Est-ce que tu saurais me décrire, enfin, ça varie forcément en fonction des prospects, mais est-ce que tu saurais me donner un peu d'éléments là-dessus? Ça ressemble à quoi un cycle de vente chez Full Rich? Ouais, alors c'est un bon point. On essaie d'avoir des cycles de vente les plus petits possibles, bah, comme toute boîte, finalement, ce serait bizarre, que ce soit l'inverse. En moyenne, on fait, un discovery où on montre un peu la démo, on comprend le besoin de la personne, on voit s'il y a, potentiel, match entre ce qu'on propose et ce qu'ils ont besoin. Un R2 après test, est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce que vous en avez pensé en termes de résultats? Vous avez vos stats et comparé par rapport à ce que vous avez déjà actuellement et potentiel R3, mais c'est quand même pas souvent, c'est après onboarding, go ou no go, et voilà et tout ça, ça peut se faire, entre 2 semaines et 1 mois et demi, j'ai envie de te dire. OK. Donc c'est des cycles de vente qui sont quand même Qui assez sont rapides. courts. 1 mois et Mmh. demi, c'est quand même, heu, ouais, assez max. OK, OK, et donc là, ça dépend bien sûr, après vous commercialement, de manière assez intelligente, vous savez, sur qui passer du temps ou moins de temps quoi, qui renvoyer vers un sign-up et puis, peut-être la conversion en self-service ou qui, Ouais. faire un R2 pour faire du closing quoi. Mais c'est pas particulièrement structuré, c'est-à-dire que vous êtes pas dit, tel type de persona, je vais mettre de l'effort, tel type de persona peut-être un peu moins, vous ou est-ce que vous avez vraiment, cherché à je vois vraiment à mapper tout ça, heu, Hem, on va aller taper dans tous les personas, même si maintenant on parle quand même beaucoup plus à des RevOps. Justement avec la montée de l'IA, beaucoup d'entreprises sont en train de mettre par exemple Claude et cetera dans leurs process et du coup on parle plus à des ops. Hem, mais voilà, il y a pas de frein. Chacun fait un peu sa campagne comme bon lui semble. Je sais que, ouais, tu vois, par exemple, tout ce qui est ESN ou les boîtes un peu tech, ça va être surtout des profils growth, RevOps, OK, qui vont être, assez intéressants dans leur cas. Vu que ça démarre très vite, OK, ça bouge très vite, ils ont besoin de quelqu'un qui gère tout ce qui est création de liste, ouais, intégration, et donc sur cela, workflow vous mettez avec, un peu ouais, plus d'effort avec, découverte, sign-up, ouais. test R2 et potentiellement closing derrière quoi. Ouais, OK, exactement. En sachant OK. qu'on a aussi maintenant beaucoup de sign-up, donc on a moins ce sujet de, cold outreach, Cold outreach, ouais. mais Vous voilà, vous en on vous a en aussi faites cette encore un case-là. petit peu, de manière ou pas du tout? Comment vous Ouais, un petit peu encore. ouais, encore un peu, OK. Ouais, c'est important d'en Hem faire. Ouais, bah, voir aussi comment le marché évolue, hein, potentiellement. Il se passe en fait, le marché avance tellement vite que sur certains sujets, aller, chercher du feedback marché, c'est Ouais, c'est clair. toujours cool et OK, Mmh. OK. Hem, tout à l'heure, tu nous as parlé de la fin de enfin, la fin, en tout cas, ce qui n'avait pas marché pour vous, c'est-à-dire de faire du mass mailing. Ce qui a marché pour vous progressivement, c'est de en fait, aller confronter votre produit via de la prospection plus ciblée, Ouais. téléphonique, potentiellement aussi des petites listes d'emails ou de messages, LinkedIn. Est-ce que, tu vois une évolution, vers quoi tu vois tendre potentiellement la outreach, ou la prospection dans les prochains mois? On parle de signaux parfois, on parle d'IA beaucoup. Est-ce que vous avez une idée un petit peu de vers quoi vous pensez que ça va tendre? C'est une question un peu à piège, hein, tu pas non plus, C'est tu dur, pas la hein. boule de cristal, mais est-ce que vous avez une idée de vers quoi vous pensez que le marché va tendre? Je pense que le marché, il va être beaucoup plus, intelligent justement par tout ce qui est, mass mailing et cetera. Je pense que Claude peut jouer un super, hem agent, pas SDR, mais un potentiel, assistant dans, tout ce qui est, outreach, donc génération de listes intelligentes basées sur votre, par exemple, HubSpot. Nous, on l'utilise en interne. Il va pouvoir m'analyser qu'est-ce que en deal j'ai closé et je peux lui dire: «Bah, génère-moi des potentiels, concurrents ou, des partenaires, vers qui, tu peux me générer une liste» et directement l'enrichir et donc Claude peut être un super assistant. Je pense que les sales, s'ils l'utilisent bien, peuvent gagner pas mal de temps, mais ça ne remplacera jamais, la touche humaine
d'une personne, et je parle beaucoup d'IA parce que vraiment on est dans le sujet et c'est hyper intéressant et si on le fait pas maintenant, c'est vos concurrents qui vont, qui s'y mettent et qui vont prendre un peu une longueur d'avance, Une longueur derrière. d'avance. Ouais et donc vraiment tout ce qui est, mass emailing, ça sert plus à rien. LinkedIn, pareil, LinkedIn Message, les campagnes, je trouve que ça a vraiment plus trop d'intérêt. On est aussi blindé à ce niveau-là et donc le cold outreach, heu, est quand même hyper intéressant. Alors je sais qu'il y a aussi, je sais pas si tu as vu la nouvelle mise à jour, Apple où, il te fait filtrer l'appel Ouais, et heu complètement. et pareil, ça, il y a aussi des petites techniques pour essayer de contrer, ceci, pour quand même avoir la Ah bah, personne au je téléphone. suis curieux si vous avez ça, c'est des quelques techniques parce qu'effectivement, nous, on fait encore un peu de cold call et du Ouais, coup, c'est des questions que me posent mes BDR parfois. mmh. Donc, comment est-ce que vous contrez ça ou est-ce que vous avez des tips là-dessus? Punaise, c'est un peu au dépourvu. J'ai, une collègue, Holly, au UK, qui a une technique, mais je sais plus ce qu'elle m'a dit vendredi, pour trouver la technique. Si jamais tu fais un recap, email, je mettrai Ok, la technique dedans. avec Mais plaisir, tu me partageras ça. c'est un style de, on a un problème technique entre enfin bref, ça rien à voir avec, ce qu'on propose, mais ça marche super bien, la personne décroche et donc je pense que tout simplement, heu, tout problème génère une opportunité et que, il faut juste trouver la bonne combine derrière pour avoir la personne, au tel. Donc oui, Ok. certes, ça met un petit bâton dans les roues, mais ça ne veut pas dire que c'est plus possible. Ouais, complètement. Oui, donc en fait, ton point, c'est de tester des choses aussi, hein. C'est pour se rendre compte ce qui fonctionne, il faut parfois tester des choses que les autres ne font pas. Et puis, Mmh, en testant de nouvelles choses, notamment en cold call, hein, mmh. on se rend compte de, voilà, c'est de manière assez empirique, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et puis garder ce qui a fonctionné pour les prochains appels. Ouais, Euh, complètement. Et parce que si on teste pas, on saura jamais et si vous testez pas, c'est sûr, les concurrents le font. Le marché est très dynamique et vous pouvez vite perdre une longueur d'avance, heu et donc ou en gagner. Donc ouais. Carrément. Moi, pour tout te dire, donc sur la manière dont nos clients utilisent Full Enrich aujourd'hui, je vois plusieurs choses. Donc nous, on l'utilise pour nous déjà. Je peux te dire un peu on l'a intégré nativement dans Jova, pourquoi on a choisi Full Enrich et pourquoi on continue de l'utiliser. Bah, Ça fait déjà, plaisir. globalement, ouais, c'est ça. Globalement, ben, les taux d'enrichissement qui sont annoncés, on les voit au quotidien. Quand on demande des feedbacks à nos clients, voilà, j'ai des mails de mes clients qui me disent bah voilà, on a importé le temps de prospect. Sur les temps de prospect, on a 79% d'enrichissement. On avait voilà globalement voilà, quand nos clients nous disent que c'est que le taux d'enrichissement est conforme, ben, ça fait toujours plaisir. Euh, et donc on l'utilise pour nous parce que nous ce qu'on fait c'est pour le coup on fait euh, du ciblage assez laser sur de la prospection LinkedIn pour préchauffer. On appelle les réponses et on appelle les non-répondants aussi. Mais on va toujours envoyer un OK. premier message LinkedIn. Ce qu'on met en place, c'est qu'on essaye d'identifier, et c'est comme ça qu'on construit Jova, des prospects qui ont émis des signaux d'intérêt sur différents sujets. Alors, en ce moment, les sujets autour de la prospection, ben, c'est des sujets sur lesquels il y a beaucoup de contenu sur LinkedIn, typiquement. Et donc, Ouais, toutes les personnes qui vont marquer un signal d'intérêt pour les sujets autour de la prospection par IA, la prospection au sens large, la génération de leads. On va en créer des micro-listes et on va envoyer des séquences personnalisées sur la base de ce signal. Euh, LinkedIn, on appelle les réponses et ensuite on appelle aussi les non-répondants, ce qui nous permet vraiment de contextualiser notre message, contextualiser nos appels. Et globalement, tu vois, les taux de réponse à froid sur LinkedIn ou par email, c'est ce que tu disais, hein, donc 2% par email, on est à 5-10% sur LinkedIn. Quand on mmh, arrive à combiner ça avec des signaux, on va facilement avoir des taux de réponse qui sont de 10, 15, parfois 20%. Voilà. Donc pas mal. Ouais. ça, c'est pour LinkedIn. Et après, par téléphone, on va dire le taux de réponse en soi, c'est-à-dire le taux de décroché, il n'est pas forcément meilleur, mais par contre, le taux de décroché à rendez-vous ou à conversation intéressante, parce qu'on appelle sur la base d'un signal, j'ai vu que, Mmh. bah là, on a tout de suite des réponses beaucoup plus intéressantes. En fait, on prend beaucoup moins de bâches. Donc, c'est comme ça que nous, on construit l'outil, comme ça qu'on construit notre stratégie d'outbound aussi, et qu'on
voilà, on sensibilise nos clients sur tout ça. On ne croit pas trop au fait de faire que du LinkedIn ou que de l'email. Franchement, voilà, le LinkedIn plus tel ou LinkedIn email en follow-up, par exemple, ça fonctionne bien. Multicanal, ouais. Voilà, multicanal, ça fonctionne bien, mais, mais donc après, il faut le faire intelligemment et pour commencer, pas toujours en multicanal, parce qu'en fait, c'est quand même des mécaniques qui sont un peu plus complexes à construire. Commencer par un canal, c'est déjà pas mal. Et je suis d'accord Euh, avec toi sur les intents, que c'est un super moyen d'avoir la personne au tel et d'avoir un peu ce icebreaker de pourquoi tu l'appelles. Beh, justement, bah, pareil, je prêche encore l'IA, mais c'est super bien d'avoir, bah, justement Claude qui peut te regarder, ce qu'il y a sur LinkedIn, les activités d'un tel ou un tel ou telle boîte et cetera et de te faire une liste de, bah, voilà, il s'est passé tout ça, heu, peut-être c'est une bonne raison d'appeler les personnes. Carrément. Et d'ailleurs, par rapport à ça, toi, est-ce que vous avez déjà, enfin, on n'a pas trop parlé de la manière dont vous avez progressivement fait évoluer votre stack d'outils. Tu m'as parlé d'HubSpot, tu m'as parlé, bah, vous utilisez Full pour Full bien sûr. Est-ce que euh, vous avez, enfin, tu m'as parlé de Smart Lead que vous aviez commencé à tester. Est-ce que vous avez testé des outils, supprimé des outils? Comment vous faites en sorte d'avoir voilà, une stack outil qui est simple, efficace de votre côté? C'est ouais, curieux de savoir un peu sur votre politique par rapport à ça. Ouais, on a Full bref, on a, HubSpot et Aircall, pour tout ce qui est, VoIP. Du coup, Claude, qui est vraiment un gros outil qui prend beaucoup de place chez nous. On a Gong pour record les calls, avoir le Ok, transcript, un peu analyse de call en tant ok. que commercial. Euh, Smart Lead, on l'a très vite retiré parce qu'on faisait plus de campagne Du call emailing d'email. en masse. Ouais, et on est passé aussi par une agence à l'époque pour le faire. Ok, Et donc, ça a viré vers Instantly. ok. Euh, une boîte qui est super sympa, qui est en train de prendre pas mal de place, c'est Sillage. Je ne sais pas si ça te parle. Je crois qu'ils Ouais, sont peut-être à Station F, qui eux nous aident avec tout ce qui est intent sur LinkedIn, les signaux, etc., qui remontent ok, directement sur notre HubSpot. Et nous, ça ok. nous donne une super, une super idée de Élément qui on doit d'accroche. appeler. Et ouais, exactement. Euh, donc voilà, c'est essentiellement ce genre d'outil qu'on utilise Ok, chez nous. ok. Très clair. Et bah, aujourd'hui, vous êtes combien sur l'équipe commerciale, on va dire les personnes qui font à la fois du BDR du closing. Je Comment est pense organisée l'équipe? on est 10 à peu près. Une On dizaine, est ok. Ouais, 2 en France, 3 au UK et le reste est aux States. ok. Et quand vous avez lancé Full Enrich, donc il y avait un des fondateurs, j'imagine, qui était très sales, toi qui Ouais, arrivais aussi en sales. Vous étiez ouais, deux on ou il n'était y que avait 2. Ouais, vous étiez deux. On Ok, donc était 2 et pendant ouais, 1 an et demi à peu près. ouais, c'est ça. Ok. On voulait Donc vraiment deux, scale au plus possible juste à 2 et éviter ouais, d'avoir trop de recrutement qui est aussi du cash burn bien sûr. donc voilà, vraiment Ouais, faire donc faire entrer un en maximum bootstrap. voilà, de nouveaux clients à deux et puis progressivement pouvoir recruter des sales quand vous avez une mécanique qui est reproductible avec voilà, ce que tu me disais, hein, donc savoir qui est votre ICP, comme vos éléments d'accroche, comment Ouais, closer tout ça. Ok, exactement. ok, bien intéressant. Bien intéressant. On s'est dit qu'on gardait un tout petit. Alors, on a parlé très légèrement d'IA, mais enfin, peut-être si on a éventuellement des éléments complémentaires, on peut en partager quelques-uns. Je Voilà. pense que de toute Après, je sais façon, pas on a s'il y a. couvert le sujet de l'IA, un peu de ce qui est possible de faire maintenant à date. Mais c'est Ouais, intéressant de tester ce qui est possible par rapport à vos pains actuels. Est-ce que c'est du manque de temps? Est-ce que vous avez l'agenda trop chargé? Vous n'arrivez pas assez bien qualifié? Ça peut être un super outil, un super assistant, pas remplaçant, mais assistant dans votre daily job. Carrément, carrément. Ouais, bien d'accord là-dessus, hein. Nous, notre vision aussi de l'IA, encore une fois, et on entend un peu tout et son contraire là-dessus, mais c'est Ouais, que l'IA, c'est un outil pour venir assister les équipes, en tout cas, qui l'utilisent bien et qui se mettent au pas. Mais par contre, effectivement, ça remplacera jamais le contact humain d'un commercial, que ce soit pour avoir des retours marchés, que ce soit pour closer des deals plus complexes, éventuellement voilà, sur des tout petits paniers moyens, sur voilà, des cibles voilà, SMBs, prosumers, etc. L'IA va mmh, pouvoir éventuellement faire une grosse partie du travail, mais dès que vous allez monter sur des boîtes plus dimensionnées, voilà, l'IA
on remplacera jamais un commercial qui a qui a sa compréhension du marché, ses capacités à créer du lien avec ses prospects, etc. Mmh. Il y a des questions, on va prendre le temps d'y répondre. Mon côté, bah, je vois je vais les prendre un peu au fur et à mesure. Démarrer la réponse en direct. Maëva, hop là, qui nous demande, vous avez séparé les listes par pain point, persona, qu'en est-il de faire par secteur d'activité quand on peut s'adresser à tout type de boîte, comment gérer? Ah, c'est une bonne question et la notion de verticale, Mmh. à quel point vous avez, vous, de votre côté, segmenté par verticale métier sur lequel vous aviez peut-être plus d'accroche que d'autres? Ouais, alors c'est une super question. On a eu ce problème et ouais, on est obligé de segmenter parce qu'on s'est rendu compte que, donc on est, multisecteur et par exemple, les ESN, on va adresser complètement différemment le sujet par rapport à une boîte, tech. Déjà, rien que par le wording, on va parler plutôt de consultants, avec, des ESN et non pas avec, des, commerciaux, SDR, ou BDR. Donc d'où l'intérêt, rien que pour le wording, de bien segmenter parce que si on parle de commerciaux avec des ESN, ils vont nous dire: «Tu pas bien compris, ce qu'on fait vraiment». Oui, c'est Donc ça, les parler ESN, leur ils vont langage. avoir un terme un peu différent. Souvent, on parle de business manager, si je dis pas de Ouais, bêtises, ou de aussi. manager. Ouais. Mmh. Et donc, c'est important de bien. Et puis, les problématiques sont pas les mêmes, effectivement. Ouais, ouais. Ouais, exactement. Nous, pour vous donner un exemple très concret, alors on le fait notamment, on construit des listes par secteur parce qu'on a des études des cas spécifiques sur certains secteurs, donc ça nous permet de se dire, OK, on sait, alors ça ne va pas spécialement changer la performance des campagnes de prospection, par contre, ça va avoir un impact, par exemple, sur le taux de closing, potentiellement, où on sent que parce qu'on va expliquer à un tel client qu'on a un client qui est très similaire, qui a tel résultat avec Jova, et voilà, et ben, on sait que c'est des listes qu'on va prioriser. Typiquement, on sait que on a des super cas d'usage sur des boîtes logicielles B2B, sur des boîtes dans la santé qui ciblent par exemple des professionnels de santé sur LinkedIn ou par téléphone. Ils ont beaucoup de mal à, par exemple, ils font du cold mail ou ils ont beaucoup de mal à toucher les professionnels de santé directement. Ils n'ont pas les numéros de téléphone directs, ils ont souvent un standard, ils ont pas, ils ont des boîtes mail avec voilà, des standards, voilà, des boîtes mail génériques. Et donc, voilà, dans la santé, par exemple, on sait qu'on a des beaux cas d'usage. Et donc, quand on va parler à nos clients, ça nous aide à, à être plus percutant dans notre pitch. Donc, la verticale est un super moyen de, voilà, de segmenter en tout cas ces campagnes de prospection. Et partez de ce qui fonctionne de vos clients en l'occurrence. Maryse, il y avait une autre question. Comment avez-vous créé la waiting list pour Jova via LinkedIn? Alors bon, ça, Lona, toi tu disais que vous aviez pas, vous avez ouvert tout de suite là, plus largement, hein, c'est ça, en mode sign up Ouais, product-led quoi. Ouais. ouais, ça va être plutôt pour toi, je pense, les questions. Ouais, moi j'ai donc en fait pour tout vous dire, donc pendant 2 mois avant le lancement de Jova, j'ai, à la fois créé beaucoup de contenu sur, les problématiques, qu'adressait ma cible pour commencer à voilà, pour pouvoir commencer à avoir une audience. J'ai, fait de la prospection, eu beaucoup de conversations avec ce que je pensais être ma cible initiale et cetera pour affiner, la problématique. Et donc, au moment du lancement, on a fait un post d'annonce avec une accroche très forte, une promesse très forte qui a fonctionné et qui m'a permis en fait de générer beaucoup d'intentions de test. Donc les gens ont commenté en fait sur mon post pour ouvrir l'accès à Jova et je n'ai pas donné l'accès à Jova, j'ai créé une waiting list, donc il y avait un formulaire pour s'inscrire sur le site web. Et en fonction des données que je récupérais, je donnais ou non l'accès. Donc je savais à peu près à qui je voulais donner l'accès. Et donc il y avait des boîtes plus dimensionnées auxquelles je ne donnais pas l'accès, des boîtes toutes petites auxquelles je ne donnais pas l'accès. Et voilà, j'allais donner l'accès très spécifiquement à un ICP que je pensais être mon ICP. Pour avoir aussi parce qu'en fait, voilà, il fallait que je puisse absorber les démos en fait pour tout vous dire. Donc je me suis retrouvé à faire 7 démos par jour, 8 démos par jour. Et si j'avais donné l'accès à tout le monde en démo, ben, je n'aurais pas pu absorber tout le monde, donc il fallait que je priorise. Ça, c'est le luxe que j'ai eu au lancement, en l'occurrence. Euh, donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question, Maryse. Vous me dites si j'ai bien répondu. Euh, Tu me diras si j'ai bien répondu. Et ensuite, stratégie de Full Enrich au début, cold calling, pain point, objection, cold email personnalisé enrichi avec les informations recueillies avec le cold calling. Donc j'imagine que la question, c'est de confirmer que ça a bien été ça la stratégie.
Et si c'est ce qu'on recommence, on recommande. Ouais, et on le recommencerait de la même façon si on devait refaire une nouvelle boîte. Mais ouais, cold calling, c'est là où vous avez toutes les infos du secteur, du marché, de votre ICP, la taille de boîte, etc. Et c'est avec cette information que vous pouvez faire après du cold emailing efficace et comme disait Lucas, multicanal, idéalement pour avoir plusieurs touch points. Donc, je confirme complètement. Carrément. Ouais, pareil, je recommande, voilà, feedback marché, parler à vos utilisateurs potentiels d'abord, affiner et ensuite, automatiser. C'est quoi la méthode pour le cold calling que vous utilisez? Comment l'IA peut aider? Peut-être, ouais, ça c'est un est-ce qu'il y a enfin une approche, une accroche? Comment elle a évolué de votre côté, Lona? Ouais, et Hem, puis après le sujet de l'IA, on parle parfois de ouais. automatiser sa prospection téléphonique aussi. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Automatiser la prospection téléphonique, je sais pas. Je sais que l'IA va nous permettre de générer des listes ultra qualifiées basées sur, ce qu'on a d'existant dans notre HubSpot, derrière. Donc, potentiellement des intents, voir que la personne, bah, elle est heu, enfin, tu vois, par exemple, elle vient de s'inscrire sur l'outil, il faut qu'on l'appelle. Ou, bah, peut-être un sales vient de s'inscrire sur l'outil, on va aller appeler le directeur commercial ou le RevOps pour dire: «Bah, il y a peut-être un sujet, chez vous, je viens de voir qu'il y a un sales qui vient de s'inscrire». Donc, je pense Mmh. l'IA ne viendra pas remplacer le call caller, mais bien nous donnera des bons intents pour être efficace dans le pitch, efficace avec les personnes à qui on parle et ouais, bien générer ces listes, pour être efficace au mieux. OK, OK, et sur la méthode de cold calling, alors, au tout début quand vous est-ce que tu ouais, dans les grandes lignes, ça ressemblait à quoi une accroche de cold call? Est-ce que tu j'avais vu passer des contenus de Benjamin à l'époque, il avait partagé un guide Ouais. du playbook, de cold calling, que vous utilisiez, mais moi j'ai la réponse, mais du coup je pense que Maryse, l'a pas vu passer, donc ça vaut le coup de lui partager. Ouais, à l'époque, on était vraiment dans, bonjour, prénom ou nom de famille. C'est Lona de Full Rich. On travaille par exemple avec, des ESN comme, Talova sur des sujets d'enrichissement de data et est-ce que, c'est un sujet chez vous? Voilà. Oui, vraiment Nous, en une tout cas, c'est approche un peu notre accroche. très conversationnelle au final, hein, Ouais, on vous appelle vous spécifiquement pour ce sujet, pour comprendre ce que vous faites déjà là-dessus. on On travaille pitche avec pas le le produit secteur. Tu donnes particulièrement. des Ouais, noms un peu sympas avec qui tu travailles déjà, ouais, ou bêta test, enfin voilà, pour broder un petit peu, mais ouais, voilà. carrément. Là-dessus, ça vaut le coup de tester, bien sûr, hein, selon les secteurs, votre cible, et cetera. Il y a des personnes qui sont moi, j'ai remarqué, par exemple, que les responsables marketing sont très, très ouverts à parler de leurs pratiques, de ce qu'ils font. Ils sont toujours en veille. Un directeur commercial, il va être, pas toujours il va être éventuellement curieux de la manière dont vous le démarchez, mais il sera peut-être moins disposé, on va dire, voilà, juste, avoir un échange, café call, voilà, pour échanger sur les bonnes pratiques. En tout cas, bon, ça, c'est moi ce que j'ai pu observer. Ou un CEO typiquement, il est pris par beaucoup de sujets, donc Mmh, le directeur marketing, lui, il sera toujours, ravi de partager, ses bonnes pratiques. Donc selon les cibles, il faut être plus ou moins aussi direct, plus ou moins, percutant. Nous, on a une approche qui est assez conversationnelle aussi, un peu comme Lona, où on vient, poser des questions sur les bonnes pratiques déjà en place, proposer voilà, 15 minutes pour comprendre et voir si on peut, d'une manière ou d'une autre, apporter de la valeur. Donc on pitch quasiment pas et puis après progressivement, on a commencé à être plus précis et on pitch parce qu'on sait ce qui fonctionne, on sait qui on veut appeler, on veut vite un oui ou un non, ouais. et pas perdre trop de temps avec le prospect. Question qui est toujours, posée sur, les sujets de données. RGPD avec Full Enrich, concrètement, quand on a récupéré la data, comment vous le gérez? Alors, nous, tout est bon en termes de RGPD. On propose des téléphones portables et des mails pro. On stocke la data pendant 3 mois dans notre base et après on l'efface pour des raisons de confidentialité de qui vous avez enrichi, et cetera. Vous, l'intérêt étant de bien basculer cette donnée-là dans votre CRM, base de données, et cetera. Mais niveau RGPD, on est bon. Téléphone, portable qu'on propose, c'est, tout à fait légal de prospecter une personne sur son téléphone portable. Il faut seulement qu'il y ait un intérêt bien légitime à avoir la personne au téléphone. Nous, par exemple, Full Rich, on vend de la data, on n'ira pas aller prospecter la pharmacie du coin quand on n'a pas grand-chose à faire de ce qu'on propose. Et donc, on ira démarcher des entreprises qui font potentiellement de l'outreach, et cetera. Nous, en soi, on a vraiment toute boîte B2B intéressante. En revanche, pour rester RGPD, on ne propose pas nos services pour des boîtes en B2C.
parce que, voilà, le démarchage NJ et cetera, déjà on en a marre, mais en plus c'est pas légal. Donc voilà. Eh bien, merci Lona, j'espère que ça a répondu à votre question. Et ensuite, il y avait une question. Alors Jérôme, vous avez parlé de sillage, qui est un outil, c'est pas vraiment une question, mais en tout cas, tu as répondu dans le chat, qui est un outil de Yes. détection de signaux, hein, c'est ça, c'est pour alors il se présente comme enterprise, donc peut-être pour des boîtes avec une équipe commerciale Ops pour les utiliser. Est-ce que tu veux nous dire un peu comment vous l'utilisez vous de votre côté? Ouais, nous on l'a intégré dans notre, CRM et alors je suis pas du tout sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a quelques intégrations à faire, mais eux enfin, ce qu'ils nous permettent de faire, c'est d'analyser ce qui se passe sur le marché et qu'on ait cette info-là dans HubSpot et il y a plein d'intent, qui peut être, donné, mais c'est plutôt creusé avec, Sillage. Ils sont, français, ils sont basés à Paris. C'est super sympa ce qu'ils font. Donc voilà. Par exemple, si, une personne, elle est en plein recrutement, ça peut être sympa pour les cabinets de recrutement d'avoir cette info-là. Si une nouvelle personne vient de rejoindre une telle entreprise, pareil, cette info-là, vous pouvez la retrouver dans votre CRM ou base de données. Par exemple, concurrent est en train de parler à tel potentiel lead à vous, pareil, essayez d'avoir cette info-là parce qu'il faudrait appeler le lead et avoir ce touch point avec eux. Donc voilà, il y a plein d'infos qui peuvent vous récupérer. Heu je pense que c'est un super outil à avoir dans sa base, dans sa stack. Carrément. Bah, merci en tout cas Lona pour le partage. J'espère que ça vous a aidé. En tout cas, on a répondu à toutes les questions. Ce que je vous propose, c'est de terminer simplement par vous dire un petit peu plus si vous voulez tester Full Enrich ou Jova, ce qu'on vous propose aujourd'hui, vous réexpliquer un peu concrètement ce que peut faire Jova. Il me semble que vous voyez bien mon écran. Nous, sur Jova, du coup, on a intégré Full Enrich directement dans l'outil parce qu'on propose la manière dont on a construit l'outil, c'est de vous permettre de contacter moins de prospects froids et du coup de sortir du mass mailing sur lesquels on a vu qu'il y avait des taux de réponse qui se dégradaient, voilà, des taux de réponse qui restent autour des 2, 5, 5%. Et donc de plutôt aller détecter des signaux un peu comme peut le faire Sillage, mais nous vraiment notre spécificité c'est de les retrouver sur LinkedIn. Donc typiquement les personnes qui ont commenté un post, qui ont vu votre profil, qui se sont inscrits à un webinaire sur des sujets spécifiques. On va vous faire remonter tout ça, on va vous permettre de les activer, donc de prioriser vos prospects, de dire lesquels correspondent réellement à vos clients potentiels, à votre ICP, et ensuite de les enrichir, donc notamment avec la donnée Full Enrich, donc de retrouver leur email professionnel, leur téléphone, pour vous permettre de les contacter en multicanal, LinkedIn, email, téléphone, sur la base des signaux voilà, que vous avez identifiés. Donc l'objectif, encore une fois, c'est de vous assister. Hein, on ne vient pas remplacer, et je le précise, Lona, tu l'as bien dit, un commercial, mais de permettre à votre commercial ou à un founder ou à une équipe de founders qui est seul de gagner du temps dans leur prospection, de simplifier leur prospection et de voilà, générer plus de rendez-vous, de sign-up ou de vente. C'est comme ça qu'on a construit Jova. Pour tout vous dire, avec Full Enrich, on vous a proposé. Alors, Jova, en l'occurrence, c'est 300 clients aujourd'hui. Hein. Ce que je vous dis là, c'est pas, c'est pas une promesse, c'est vraiment 300 clients avec des clients qui génèrent des rendez-vous et des opportunités toutes les semaines. On est noté 4,9 sur Capterra. Et si vous voulez tester l'outil avec Lona, on vous propose vous pouvez vous connecter directement sur Jova, ne serait-ce que même pour tester la qualité de la donnée Full Enrich. Vous avez des crédits d'enrichissement qui sont offerts. Vous pouvez scanner le petit QR code ou aller sur getjova.com et vous avez 7 jours de test. Allez-y. J'en profite, notre spécificité vraiment, c'est d'avoir construit un outil sur la base de notre expérience d'agence. Moi, je suis fondateur aussi je suis associé chez Neocamino. On a accompagné plus de 2000 entreprises depuis 2012 sur des sujets de prospection et de génération de leads. Et on a construit cet outil avec toute l'intelligence de l'agence qu'on a acquis depuis tout ça. Et voilà, je vous le dis en avant-première parce que je ne l'ai pas encore annoncé, mais on lance une fonctionnalité agentique qui vous permet de pouvoir chatter directement avec notre agent dans Jova, d'identifier des prospects, de construire vos workflows directement facilement, sans avoir à maintenir des workflows complexes directement dans l'outil. On lance ça cette semaine et si vous testez, je serais ravi de vous faire tester en avant-première la fonctionnalité. Vous m'envoyez un petit message dans le chat sur Jova ou sur LinkedIn. C'est quand que tu nous Euh, fais une démo de tout ça? D'ici et fin de ben, semaine, on en veut une, hein? Bah ouais, avec plaisir, je vous fais ça. Déjà, je vais annoncer tout ça.
Vous pouvez vous inscrire sur, de nouveau, on va avoir un système de waitlist où vous allez pouvoir, tester l'outil en avant-première et puis ensuite, je fais des démos personnalisées à tous ceux qui le souhaitent. Donc, vous n'hésitez pas, bah, Lona, si tu veux, que je te calerai une démo avec plaisir. Trop bien. En tout cas, les interns, c'est assez fou ce qui est possible de faire, donc ouais, Carrément, c'est trop bien que vous fassiez ça. C'est vraiment très bien. carrément. Merci à tous, on est pile dans les temps puisqu'il est midi et puis, bah, on va vous laisser. Merci d'avoir, participé, d'avoir posé vos questions. On aura, un petit email avec un résumé replay et aussi de quoi tester l'outil pour les participants, les inscrits et puis on se retrouve, dans les voilà, on organise, ce type d'interview, concret et voilà, sans bullshit, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines en ce moment avec, Jova donc, restez à l'écoute. Super. Merci Merci à Lona, tous. salut, à plus. Merci Lucas. Salut.